Voilà, donc on va corriger cet exercice central 1 MP, donc qui s'intitule Diagramme de Fresnel, résolution d'un doublé. Donc l'idée, c'est de savoir si par un réseau à fente, alors c'est pas très clair si c'est éclairé en incidence normale ou pas, mais on voudrait savoir si on peut séparer deux longueurs d'onde différentes dans leur image de diffraction par ce réseau à l'infini. Donc c'est la diffraction de Fraunhofer, diffraction à l'infini. Un réseau de taille de 1 cm et que le pas du réseau petit a vaut 10 micromètres. Donc on a un certain nombre de motifs qui sont éclairés par ce réseau. Donc grand N, le nombre de motifs éclairés, c'est bien sûr la largeur du réseau divisé par la distance, le pas du réseau. Donc ça va faire 10 moins 2 sur 10, 10 moins 6, donc 10 puissance 3 motifs éclairés. Donc on a 1000 motifs, 1000 fentes qui sont éclairées. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu du mal à voir dans l'énoncé si on était en incidence normale ou pas. Donc, on ne précisait pas l'angle d'incidence. On peut donner la formule générale donc, des réseaux. Donc, petit 1, on va redémontrer ce qu'on appelle la relation fondamentale des réseaux, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que... On nous demande d'abord le déphasage entre deux rayons lumineux successifs. Et on sait que quand ce déphasage est multiple de 2π, on va retrouver que on a la direction de diffraction. Donc si on prend un angle θ0, incident, je fais un dessin, donc compté par rapport à la normale, je fais un dessin pour avoir des angles positifs, pour pouvoir lire les différences de marche sans difficulté. Donc la différence de marche d'après le théorème de Malus, les plans d'onde sont perpendiculaires aux rayons lumineux, donc tant que j'arrive jusque-là, je suis en phase. Donc je vois que ce rayon-là parcourt cette petite distance en plus. Ensuite, si j'invoque le principe de retour inverse de la lumière dans l'autre sens, jusqu'à l'infini, le chemin optique est le même ici. Et donc je vois ici que j'ai cette petite distance-là en plus. Ça, c'est A. Donc ici, je retrouve l'angle θ0. Ici, je retrouve l'angle θ. Donc ça, c'est A sinus θ0. Ça, c'est A sinus θ. Donc la différence de marche, c'est A sinus θ moins sinus θ0. Et le déphasage, donc c'est 2π sur la longueur d'onde fois la différence de marche. Donc 2π sur lambda fois A sinus θ moins sinus θ0. On peut, pourquoi pas, se mettre en incidence normale avec un sinus θ0 égale à 0. Alors, en utilisant les vecteurs de Fresnel, déterminer la position des maxima principaux et déterminer leur largeur. Donc, on sait qu'on va avoir des interférences constructives. En fait, un réseau, c'est un phénomène d'interférence lumineuse, mais avec, au lieu d'avoir deux ondes avec les fentes Young, on a 1000 motifs. Donc, on a 1000 ondes. Alors, quelle est la condition donc, pour qu'elles interfèrent toutes constructivement? On peut le voir ici sur ce diagramme de Fresnel. En fait, comme toutes ces ondes sont mutuellement cohérentes, on additionne les amplitudes complexes des ondes qui sont représentées ici dans le plan complexe par ces vecteurs-là et qui sont à chaque fois déphasés d'une certaine phase phi. Alors, si on veut que toutes ces ondes interfèrent constructivement, il faut en fait que tous ces petits vecteurs qui représentent les amplitudes complexes soient à la queue leu-leu les uns des autres pour avoir en fait une interférence constructive sur l'axe ici horizontal. Et donc, il faut que le vecteur phi soit un multiple de 2π. Et c'est ce qu'on va retrouver avec la formule fondamentale des réseaux. Donc, phi est égal à 2kπ. Et on retrouve les directions de diffraction par le réseau, celles que classiquement on a. Donc K, ça va être l'ordre de diffraction, et c'est comme ça qu'on retrouve. Donc dire que phi est un multiple de 2π, c'est dire bien sûr que delta est un multiple de lambda. Et on retrouve la direction des pics de diffraction pour une incidence donnée, une longueur d'onde donnée. Alors, déterminer la position des maxima principaux, donc on l'a ici, donc c'est sinus θk,
est égal à sinus θ 0 plus k lambda sur A. C'est la fameuse formule, la formule fondamentale des réseaux. Donc ça, c'est la position des maxima principaux. Et alors maintenant, déterminer leur largeur. Alors, c'est là qu'on peut utiliser le diagramme de Fresnel et se poser la question suivante. Quel est le déphasage entre deux motifs consécutifs qui va faire que la somme de ces n vecteurs va refaire tout le tour pour donner en fait une amplitude qui est nulle? Eh bien, on voit que si phi vaut 2pi divisé par n, le nombre de vecteurs que l'on va additionner, à ce moment-là, dans notre diagramme de Fresnel, quand on additionne les amplitudes complexes des ondes, et c'est la plus petite valeur qui peut permettre donc d'annuler, on va faire un tour complet, donc avec phi est égal à 2pi sur n. Et c'est cette petite constatation qui nous permet de calculer donc la largeur. En fait, on va voir que c'est le pied de la fonction réseau, hein, qu'on peut retrouver par un calcul plus compliqué. Mais si donc le déphasage entre deux motifs consécutifs vaut 2pi sur n, eh bien, c'est la plus petite valeur pour laquelle toutes ces ondes vont interférer destructivement, hein, puisque la somme dans le plan complexe des amplitudes complexes, elle fait un tour sur elle-même, elle revient à l'origine. Donc c'était ça la réponse, c'était phi est égal à 2pi sur n. On va retrouver ce calcul différemment par la fonction réseau. Mais dans le cadre du programme, hein, c'est juste ce résultat-là que l'on doit justement constater par la petite remarque que je viens de faire. Donc si on additionne n vecteurs qui sont déphasés entre eux de 2pi sur n, tous de même longueur, bah vous revenez à la position de départ et donc l'amplitude totale est nulle et donc l'intensité totale est nulle. Donc ça, c'était le sens de l'histoire de la largeur. On pourrait appeler ça delta phi. On va revoir ça avec la fonction réseau. Alors, justifier à l'aide de la construction géométrique suivante que l'intensité diffractée dans la direction θ, c'était la question 3, est de la forme I est égal à I0. Alors, cette fonction réseau, hein, je le précise, elle n'est plus au programme. C'était déjà pas au programme de l'ancien programme, mais ça l'est entre guillemets encore moins. Mais vous voyez que ça fait partie des petits débordements de programme qui sont intéressants. Alors regardez un petit peu, on va le faire de deux méthodes différentes. Je vais aller là un peu au-delà de l'exercice qui vous était demandé, parce que c'est intéressant et Augustin en aura besoin pour son histoire de radar à balayage. Mais on va le faire d'abord tel que ça nous était demandé dans l'énoncé en se servant de cette construction de Fresnel, on va essayer de la comprendre. Et ensuite, je vais faire la deuxième méthode avec la somme des termes d'une suite géométrique de raisons phi. Hein, c'est le calcul plus classique. Alors, il faut d'abord expliquer, première chose, les 1000 motifs, les n ondes issues des n formes du réseau sont mutuellement cohérentes. Parce qu'on fait de la diffraction à l'infini, on arrive avec un front d'onde d'une même onde. Donc d'abord, ce qui est important, puisque nous, on nous parle d'intensité lumineuse, c'est d'abord d'expliquer que puisque les ondes sont cohérentes, on n'additionne pas les intensités des n ondes, mais on additionne les amplitudes. Ça, c'est déjà la première chose à expliquer. Donc S, c'est la somme pour I allant de 0 à n-1, donc des SI ondes. D'accord? Elles sont toutes mutuellement cohérentes. Voilà pourquoi sur un diagramme de Fresnel, on additionne bout à bout les vecteurs. Et voilà pourquoi l'amplitude totale de l'onde, c'est la somme vectorielle. Vous voyez comment ça se traduit ça dans le diagramme de Fresnel qui nous était donné. Le fait que vous additionniez les amplitudes complexes, ça se traduit par le fait que vous faites une relation vous additionnez donc les amplitudes des vecteurs avec leur déphasage. Donc c'est ça déjà. Donc il faut déterminer, en fait, nous, le but, c'est de déterminer la longueur de ce vecteur, P0, Pn, ce vecteur qui est la somme donc des n vecteurs dans le plan complexe. Donc là, on traduit le fait qu'on additionne les amplitudes complexes parce qu'elles sont toutes mutuellement cohérentes. Ça, c'est le point crucial. Alors, comment est-ce qu'on va calculer ce truc-là? Eh bien, regardez, si vous prenez ce rayon R ici, là, on va le couper en deux. Donc là, vous avez forcément l'angle n phi. Alors, pourquoi est-ce que vous avez l'angle n phi?
Eh bien parce que vous avez additionné n vecteurs qui sont tous déphasés de phi. Donc là, vous avez l'angle n phi. Si vous coupez en deux, vous avez n phi sur 2. Je considère ici la distance grand R telle qu'elle était donnée dans le texte. Là, c'était par rapport au centre du cercle. Donc, dans ce triangle rectangle, ici P0, je vais l'appeler... comment je vais l'appeler, lui? Bon, je vais l'appeler O. P0, H. Ici, vous avez donc l'angle n phi sur 2. Donc, on a... qu'est-ce qu'on connaît, nous? Oui, donc on aura P0, Pn qui vaudra 2 P0H. Donc, ça fait 2R sinus de n phi sur 2. Donc, ensuite, le but, ça va être de relier grand R à l'amplitude d'un seul motif. L'amplitude d'un seul motif, c'est P0, P1. Donc, on projette O comme ça, verticalement. Tout cela a été donné dans la construction. Ça nous donne H0. Donc, vous voyez que dans le triangle O, P0, H0, vous avez donc P0, H0 qui vaut grand R sinus phi sur 2 et P0, P1 qui vaut donc 2 P0, H0. Ce qui nous donne donc grand R est égal à P0, P1 sur 2 sinus phi sur 2. Et P0, P1, c'est la longueur du vecteur ici. Donc, c'est ce qui représente la valeur S0 de l'amplitude d'un seul motif. Donc, il suffit de reporter ça dans l'expression de P0, Pn, qui représente l'amplitude de la superposition de l'amplitude complexe des n motifs. Donc, on aura 2 grand R, donc 2 P0, P1, on aurait pu l'appeler S0, ce truc-là, sur 2 sinus phi sur 2 fois donc sinus de n phi sur 2. Donc ça se simplifie. Et bien ça y est, on a pratiquement fini, puisque ce qu'il faut qu'on dise en fait, c'est que l'intensité lumineuse est proportionnelle au carré, module carré de l'amplitude complexe de l'onde, c'est-à-dire en fait à cette distance au carré. Donc le P0, P1, il va rentrer dans la constante I0. Donc I est proportionnel à P0, Pn au carré. Et donc on peut mettre une constante fourre-tout de l'optique de proportionnalité I0. Et donc on récupère notre fonction réseau. Sinus n phi sur 2 sur sinus phi sur 2, le tout au carré. Donc voilà comment, dans l'esprit de l'énoncé, démontrer cette formule des réseaux. Vous voyez, donc c'est basé dans la construction, par une construction dans le plan complexe, sur l'addition de ces vecteurs qui représentent l'amplitude complexe des n fentes. Alors quelle est l'allure de cette fonction? Elle est à connaître, en fait, c'est celle qui nous justifie plus profondément la formule fondamentale des réseaux et la position du premier zéro. Regardez un petit peu. Donc cette fonction, alors son étude n'est pas au programme, mais c'est quand même très classique. En fait, c'est la fonction qui nous donne la position des pics d'un réseau. Donc, quelle que soit d'ailleurs la forme du réseau, parce que vous adaptez la formule de phi, le déphasage entre deux motifs consécutifs, au type de réseau qui vous est donné. Ça peut marcher pour un réseau par réflexion, par transmission, les réseaux échelettes, enfin, il y a tout un tas de réseaux différents. Donc, si vous mettez phi ici, donc cette fonction i est égale à I0 sinus n phi sur 2 sur sinus phi sur 2, le tout au carré. Alors, quand phi vaut 0, vous avez l'impression que vous avez une forme indéterminée un peu, un peu comme un sinus cardinal. Mais regardez, quand phi vaut 0, et après, on va voir qu'elle est périodique, la fonction, eh bien, ça va vous faire sinus n phi sur 2 est équivalent à n phi sur 2. Donc, ça fait n phi sur 2 sur phi sur 2, le tout au carré. Les phi sur 2 se simplifient. Et donc, ça vous fait du n carré. Donc, n carré I0, en fait, ça va être une fonction qui va avoir cette allure-là.
etc. Donc, 0, 2pi. Donc, en fait, elle aura des maxima, elle est 2pi périodique, cette fonction. Elle aura des maxima à chaque fois que phi est un multiple de 2pi. Donc là, vous retrouvez la position des pics des... Regardez, ces pics-là, en fait, c'est ce qui correspond à la formule fondamentale des réseaux. Et regardez le premier zéro de la fonction. Le premier zéro de la fonction, c'est quand sinus n phi sur 2 s'annule, alors que sinus phi sur 2 ne s'annule pas. Et donc, le premier zéro ici, c'est tel que n phi sur 2 est égal à pi. Et donc, vous retrouvez la largeur, en fait, qu'on vous a fait redémontrer par le raisonnement qualitatif d'additionner les petits vecteurs en faisant tout le tour, vous retrouvez le 2pi sur n. Vous voyez, c'est comme ça qu'on le retrouve, simplement en travaillant mathématiquement sur la fonction réseau elle-même. Donc, en disant que c'est la première valeur telle que le numérateur s'annule sans que le dénominateur ne s'annule. Vous voyez, là, il n'y a pas de forme indéterminée pour le premier 0. Donc, ça vous donne en fait la largeur de la figure de diffraction de chaque pic. Alors, comment est-ce qu'on peut redémontrer cette fonction réseau? Je le redonne quand même aussi parce que c'est très classique. C'est quand vous additionnez n ondes, chacune déphasée d'un déphasage phi. Alors, je refais ce petit calcul qui n'est pas au programme, donc je mets méthode numéro 2. Mais ça, ce n'était pas dans l'esprit de l'exo. Donc, je fais ça, c'est un petit bonus. Donc, si vous voulez calculer S est égal à la somme, bon, on va l'écrire plutôt plus simplement. Donc, S0, premier motif, plus S0 exponentielle J phi, c'est le deuxième motif, plus S0 exponentielle 2J phi, vous voyez, etc., plus S0 exponentielle J, n-1 phi. Donc, ça vous fait S0, donc vous avez la somme d'une suite géométrique de raisons phi, exponentielle j phi. Donc ça va faire S0, 1 moins exponentielle jn phi sur 1 moins exponentielle j phi. Et la technique après, vous l'avez vu certainement en maths, c'est vous mettez en facteur l'arc moitié du dénominateur et du numérateur. Ça va nous aider à calculer donc ça fera le module carré. Jn phi sur 2. Donc ça va faire exponentielle, il faut compenser. Donc en bas, on va aussi mettre exponentielle j phi sur 2. Voilà. Et donc ça va vous donner du S0 exponentielle j n-1 phi sur 2 sinus n phi sur 2. Les deux i se simplifient en haut et en bas sur sinus phi sur 2. Donc ça c'est... Vous voyez, on retrouve là le résultat qu'on a trouvé avec le diagramme de Fresnel, mais directement par le calcul. Et après, si vous prenez l'intensité, donc l'intensité, c'est proportionnel à SS étoile, le module carré de ce truc-là. Donc l'exponentielle de module 1, ça va rentrer, donc ça va faire module 1 dans I0. Et donc vous retrouvez le sinus n phi sur 2 sur sinus phi sur 2, le tout au carré. Voilà. Donc, ça c'est très classique comme calcul. Bon, ce n'est pas au programme, mais je le fais là dans le cadre de cet exercice. Alors, dernière question. On va rentrer maintenant vraiment dans à quoi ça sert de faire tout ça. Donc, justifier que la condition pour obtenir des franges brillantes est très très stricte. Donc là, évidemment, c'est relié au fait que comme on a 1000 motifs, vous voyez que la largeur de ce pic-là, en fait, elle est très très petite, puisque si vous prenez cet intervalle de 2pi, c'est 2pi sur 1000. Donc vous voyez qu'en dehors des valeurs de θ qui satisfont précisément la formule fondamentale des réseaux, c'est-à-dire un déphasage multiple entier de 2pi, eh bien, en dehors de ces valeurs précises-là,
pour des valeurs θ qui ne vérifient pas ça, eh bien, il n'y aura pas de lumière pour une longueur d'onde donnée. Alors, ce qui va être intéressant maintenant dans la question 4, c'est de savoir si on peut séparer deux longueurs d'onde, et c'est ce qu'on appelle le pouvoir de résolution du réseau. Donc, quelle est la problématique? On va utiliser pour ça ce qu'on appelle le critère de Rayleigh. Alors ça aussi, c'est un truc qui n'est pas officiellement au programme, mais qui sert souvent en diffraction. C'est que, regardez, si vous faites passer deux longueurs d'onde différentes dans ce réseau, le point important, c'est qu'elles sont mutuellement incohérentes. Donc la figure de diffraction de l'une va se superposer avec la figure de diffraction de l'autre. Hein, c'est ce qui se passe quand on observe différents traits à différentes couleurs. Et donc, voilà, on peut imaginer que si elles sont très proches, il va y avoir un décalage entre les deux raies. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'intensité, ça va se traduire comme ça. On va estimer qu'on peut séparer ces deux couleurs différentes à partir du moment où le maximum de l'une correspond au premier minimum de l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle le critère de Rayleigh. Ça veut dire qu'à peu près les deux raies, on pourra à l'œil nu dire « Ah ben là, il y a bien deux longueurs d'onde différentes et pas une seule longueur d'onde confondue dans une même image. » On pourra séparer les deux images. Donc ce critère de Rayleigh, il était rappelé dans le texte. Hein, vous n'aviez pas à le connaître, enfin me semble-t-il. Oui, hein, il était bien rappelé. Et après, on vous définissait ce qu'on appelle le pouvoir de résolution du réseau. Alors tout ça, ce sont des notions qui ne sont pas officiellement au programme, mais qui sont toujours un petit peu à la frontière et que vous pouvez rencontrer dans d'autres exercices. Alors qu'est-ce que c'est que le pouvoir de résolution du réseau? C'est un truc qui est sans dimension. Alors regardez un petit peu sa définition, on va la commenter physiquement. Lambda sur delta lambda. Je veux séparer sur la figure de diffraction deux longueurs d'onde qui sont très proches. J'ai un lambda 1 et j'ai un lambda 2 en rouge, hein, qui est égal à lambda 1 plus delta lambda. Je veux pouvoir les séparer. Donc regardez comment je définis le pouvoir de résolution. Lambda sur delta lambda. Il est d'autant plus grand que le delta lambda est petit. Et on va voir que, alors c'était pas demandé, la démonstration n'était pas demandée, mais là aussi j'ai presque envie de la faire parce qu'elle est tellement jolie à partir de tout ce qu'on a fait, que le pouvoir de résolution c'est K fois N. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien ça veut dire que on arrivera d'autant mieux à séparer deux longueurs d'onde que l'on travaille dans un ordre élevé et que l'on éclaire un grand nombre de motifs. Plus vous avez de motifs éclairés, ici on en a 1000, et plus vous travaillez dans un ordre élevé, vous avez déjà observé qu'avec un réseau, quand vous passez d'un ordre 1 à un ordre 2, les raies sont plus séparées. Vous avez vu ça? Hein, ben ça c'est traduit ici mathématiquement dans cette relation. D'où elle sort cette relation que lambda sur delta lambda, pour séparer deux longueurs d'onde, eh bien, le pouvoir de résolution, c'est K fois N, c'est lié au critère de Rayleigh. Regardez un petit peu. Qu'est-ce qu'on a démontré, nous? On a démontré que phi, le déphasage entre deux motifs consécutifs, c'est 2pi sur lambda fois delta. Si je différencie cette relation, dφ est égal à donc 2pi d lambda sur lambda carré fois delta. C'est-à-dire qu'en fait, je regarde pour une différence de marge donnée, quelle est la variation du déphasage en fonction de la variation de longueur d'onde. C'est très exactement ce qu'on fait quand on calcule le pouvoir de résolution. Ça, je vais le réécrire de façon un peu différente. Je vais le réécrire 2pi sur lambda delta fois d lambda sur lambda. Et maintenant, je vais linéariser cette expression. C'est-à-dire que on a vu que la largeur de notre pic, pour satisfaire le critère de Rayleigh, c'était 2pi sur n. Donc quand delta phi vaut 2pi sur n, je vais avoir un écart relatif en longueur d'onde, ici, delta lambda, qui va me définir ce qu'on appelle le pouvoir de résolution. Hein? Et ça, en fait, delta sur lambda n'était rien d'autre que l'ordre, hein, donc c'était 2πk delta lambda sur lambda
est égal à 2pi sur n, et c'est de là que vient l'expression du pouvoir de résolution. Donc en fait, c'est une linéarisation. Vous voyez, on différencie l'expression du déphasage et on écrit qu'on satisfait le critère de Rayleigh en identifiant la variation de cette phase à l'ordre le plus bas à 2pi sur n. Donc ça traduit mathématiquement le fait que le pic ici arrive sur le pied de l'autre. Bon, ça, ce n'était pas demandé dans l'épreuve. Là, je suis largement en train d'exagérer. Ce n'est pas très grave. Mais maintenant, on va répondre à la question posée. Donc la question posée, c'est, écoutez bien, la physique est là. On souhaite étudier le spectre d'une lampe à vapeur de mercure en utilisant la diapositive précédente. Et plus précisément, on souhaite vérifier l'écart entre deux raies jaunes, lambda 1 et lambda 2. Donc on nous donne deux raies jaunes qui sont très proches. Donc avec un lambda moyen qui vaut à peu près 578 nanomètres et un delta lambda qui vaut 2,1 nanomètres. Et la question, c'est de savoir à quel ordre est-ce qu'on va pouvoir séparer ces deux raies par le réseau que l'on nous a donné. Alors pour ça, il n'y avait pas besoin de savoir faire ça. Il suffit d'utiliser la définition du pouvoir de résolution. Donc le pouvoir de résolution, en particulier, on va pouvoir calculer l'ordre K, puisqu'on connaît le nombre de motifs. Donc on aura K qui vaudra lambda sur delta lambda fois 1 sur n, c'est-à-dire 578 donc sur 2,1, donc divisé par 1000. 0,3. Alors évidemment, ce n'est pas un entier le résultat qu'on trouve. Ce n'est pas un entier. Alors vous savez que dans l'ordre 0, oui, bon, là j'ai fait un dessin, mais je n'étais pas dans l'ordre 0. Parce que vous savez que qu'est-ce qui se passe dans l'ordre 0 ? Dans l'ordre 0, tous les pics se donnent. Là j'ai voulu simplement illustrer le critère de Rayleigh. Mais si vous avez plusieurs longueurs d'onde, vous ne pourrez pas les séparer dans l'ordre 0. Elles arriveront toutes en même temps. Elles vont se séparer à partir de l'ordre 1. Et elles seront d'autant plus séparées que vous augmentez l'ordre. D'accord ? Donc le calcul en utilisant la définition du pouvoir de résolution nous donne que pour pouvoir séparer ces deux longueurs d'onde avec 1000 motifs, on arrive à K est égal à 0,3. Donc évidemment, qu'est-ce que ça veut dire physiquement parlant ? Quand K vaut 0, vous ne les séparerez pas, parce qu'à l'ordre 0, on ne sépare jamais, toutes les longueurs d'onde se retrouvent, mais dès que vous prenez K égale 1, cela suffira pour séparer ces deux longueurs d'onde. Donc voilà comment on pouvait utiliser le pouvoir de résolution. Donc la conclusion de toute cette étude-là, c'est qu'avec ce réseau, on pourra effectivement séparer dès l'ordre 1 ces deux longueurs d'onde qui sont pourtant très proches. Donc c'était l'illustration avec le diagramme de Fresnel.